chance d'accueillir Jean-Louis Rastoin, qui vient de Montpellier, où en fait il est à l'origine agroéconomiste, où il est donc professeur à Montpellier, professeur émérite bien sûr, à Supagro. Oui, oui, mais quand même, dans émérite, il y a mérite. Oui. Et enfin, surtout, peut-être même, qui est fondateur et directeur de chaire, de la chaire Alimentation du Monde à l'UNESCO, pour laquelle, en fait, il s'est beaucoup battu, pour laquelle il a beaucoup travaillé. Et donc, c'est à ce titre que nous le recevons, pour traiter de la question de l'insécurité alimentaire, que nous avons évoquée, en fait, en filigrane tout au long de nos conférences passées, mais qui là sera l'objet réel de la présentation de Jean-Louis Rastoin. Donc je le remercie très vivement et je lui passe le micro. Voilà. Merci Nadia pour l'invitation. J'ai connu Nadia grâce à sa revue assez fantastique, la Sans Dessous. Et il y avait un numéro spécial sur l'alimentation auquel j'ai collaboré. Et depuis, donc, on a eu quelques échanges et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez, après la conférence, garder le contact, vous avez ici mon adresse de courriel. Vous pouvez y avoir recours. Et en dessous, il y a un site internet qui est celui de la chaire UNESCO dont on a parlé. Et bon, il y a une documentation très très riche sur notre site. Hein. Oui. Vous avez ce qu'on appelle des ressources, il y a des rapports, il y a beaucoup de vidéos aussi. Donc si vous voulez aller plus loin que ce que je vais dire aujourd'hui, vous pouvez aussi consulter ce site. Alors je vais commencer par rappeler une parole qui, à mon avis, est très, très percutante. Hein. C'est Élie Reclus, donc c'est un philosophe du début du siècle dernier, et ça traduit d'ailleurs l'ambiance à cette époque. Hein. Et il indique que bon, la question importante, c'est celle de l'alimentation. C'est vraiment la question numéro 1. Et chaque jour, elle se dresse aussi impérieuse, aussi absorbante que la veille, à des multitudes. Donc ça concerne un très très grand nombre de personnes. Et quand il évoque l'alimentation, c'est manger pour vivre. Hein. Il faut chaque matin la résoudre, cette question, ou pâtir ou périr. Alors heureusement, en France, ce n'est vrai que pour une toute petite minorité, mais au niveau mondial, c'est encore vrai pour 800 millions de personnes. Donc c'est évidemment un défi, hein, c'est pour ça que j'ai appelé ça un défi à relever, et on pourrait dire d'ailleurs un défi toujours à relever. Je vous propose donc, ah oui, ça aussi, j'ai mis ça, parce que évidemment les médias de temps en temps parlent de cette question de la faim. Il y a des reportages assez dramatiques, hein, mais ensuite on oublie, et malheureusement, comme je vais l'expliquer, la communauté internationale ne se mobilise pas suffisamment pour résoudre cette question de l'insécurité alimentaire. Alors 4 points, Nadia m'a dit que je pouvais parler 3 quarts d'heure, j'espère que vous serez assez patient. N'hésitez pas à poser des questions. Comme je suis chercheur, vous pouvez, si vous ne comprenez pas un terme, évidemment il n'y a aucune objection à ce que vous me questionnez. Donc 4 points. D'abord on va rappeler ce que c'est que la sécurité alimentaire. Ensuite, on va parler de la situation aujourd'hui dans le monde, et les causes de la sécurité alimentaire, et enfin, quelques pistes pour essayer de résoudre ce problème assez préoccupant. Alors le concept, tout d'abord, et je vais faire un peu d'historique, hein, parce qu'il faut remonter à un demi-siècle environ, même si c'est une préoccupation éternelle depuis que l'homme est homme, bien sûr. D'ailleurs, c'est une préoccupation de tout être vivant. Donc c'est aussi vieux que l'apparition de la vie sur la Terre. Mais pour l'humanité, il y a un moment très important après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette déclaration, il y a déjà mention de l'alimentation comme un droit. Hein, toute personne a droit, etc. Notamment pour l'alimentation. Donc à l'époque, l'idée c'est donner suffisamment à manger en quantité à chaque citoyen du monde. Alors par la suite, on fait un bond là, de 50 ans à peu près, il y a eu la crise de la vache folle, hein, donc ça il y a 20 ans,
Et cette crise a mis les projecteurs sur la question de la qualité de nos aliments. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs parfois la sûreté alimentaire, c'est que quand on mange, eh bien, on ne s'intoxique pas, etc. Ensuite, il y a eu, toujours à la même période, en 1996, ce qu'on appelle le premier sommet mondial de l'alimentation. La FAO, c'est l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de la question de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc, c'était d'ailleurs à l'occasion du cinquantenaire de l'anniversaire de la création de la FAO. On a fait un grand sommet qui était à Québec. Et le cinquantenaire, c'était en 95, c'était à Québec. Et ensuite, le sommet, c'est en 96, à Rome, où est le siège de la FAO. On a à nouveau discuté de cette question, mais bon, on n'a pas tellement avancé. Ensuite, il y a eu un épisode très important pour l'histoire de l'alimentation, c'est 2008. Bon, on se souvient encore par la crise financière terrible. Ce que l'on sait moins, c'est que ça a déclenché des mouvements, des soubresauts sur le marché des matières premières alimentaires. Et donc, le prix des aliments a triplé en 2008. Et vous comprenez bien que pour les gens dont les budgets sont modestes, ça a été dramatique. Et il y a eu d'ailleurs des émeutes de la faim dans de nombreux pays du Sud à cause de cette question. Et donc, à la suite de ça, les Nations Unies se sont à nouveau préoccupées du problème et ont créé ce fameux comité pour la sécurité alimentaire mondiale qui a tenté de coordonner un peu mieux les actions. Mais vous verrez, c'est toujours peut mieux faire, disons. Hein. Alors voilà la définition ici de la sécurité alimentaire. On a ajouté nutritionnel justement pour mettre l'accent sur la question de la qualité de nos aliments, pas simplement la quantité. Donc cet état de sécurité alimentaire est atteint lorsque tous les êtres humains ont un accès physique, social, économique à une nourriture saine, en satisfaisant leurs préférences alimentaires. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement de massification de la consommation avec ce qu'on appelle l'alimentation agro-industrielle. Bon, certains ont appelé ça la malbouffe, et en Amérique du Nord, on parle de junk food. Donc c'est quelque chose qui est critiqué, et donc les préférences alimentaires, là, ne sont pas satisfaites, évidemment. Et on a ajouté la question de la santé. Alors, je vais un peu détailler cette définition. Donc, vous voyez, il y a 4 caractéristiques pour atteindre la sécurité alimentaire. Donc, c'est la disponibilité. Alors, soit par la production locale, soit par les importations. Deuxièmement, il faut que tout le monde ait accès à la nourriture. Ça signifie que physiquement, la nourriture ne doit pas être trop loin, hein, mais que vous ayez l'argent pour payer votre nourriture et que ça se fasse dans des conditions sociales qui sont des conditions conviviales qui, là aussi, sont de plus en plus abandonnées. Parce que les nutritionnistes ont démontré qu'il ne suffit pas de manger bien, menu équilibré, etc. Il faut le manger en groupe, parce qu'il y a un aspect psychologique très important dans le partage du repas. Ensuite, il y a les conditions d'utilisation, évidemment, l'hygiène, etc. Et la stabilité de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on doit être approvisionné en quantité et avec des prix acceptables tout au long de l'année. En ce qui concerne les caractéristiques nutritionnelles, donc on insiste beaucoup aujourd'hui sur... Ça ne sert à rien, ce truc-là. Non, à moins qu'on enregistre, je ne sais pas. Mais... Oui, il faut que je le garde. Bon, d'accord. Allez, diversité et qualité. Ça veut dire que, justement, par rapport à ce modèle agro-industriel de massification qui uniformise et simplifie énormément l'alimentation, on doit au contraire retrouver la diversité alimentaire et la qualité des aliments. La qualité toxicologique des aliments s'est beaucoup améliorée, ce qu'on appelle sûreté alimentaire, mais par contre, la qualité nutritionnelle s'est beaucoup dégradée. Aujourd'hui, c'est trop de sucre, trop de sel et trop de corps gras dans les aliments industriels. Ensuite, bon, il y a tout un aspect dont je vais reparler, c'est MNTOA, ça veut dire maladie non transmissible d'origine alimentaire. En fait, si vous voulez, on est en train de vivre une véritable pandémie, c'est-à-dire une épidémie de très très grande ampleur, à cause de la nourriture. Et ce n'est pas encore su. Les médias, là, ne font pas suffisamment, ne mettent pas suffisamment l'accent là-dessus. Et donc, il faut lutter contre ces maladies.
L'environnement sanitaire, c'est très important. En fait, plus que la sous-alimentation, c'est le problème de l'accès à l'eau qui est grave, puisqu'on estime qu'il y a environ 2 milliards d'individus sur les 7 milliards qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ils sont obligés d'aller la chercher dans des puits, etc. Et enfin, ça c'est très important, hein, les connaissances, c'est-à-dire que pour bien s'alimenter, il faut avoir un minimum d'informations sur ce qu'on mange, mais aussi un minimum de connaissances pour choisir ses aliments. Alors quel est l'état de l'insécurité? Je vais vous donner quelques chiffres ici. Bon, le premier bilan, là, il est catastrophique. Hein. Je ne vais pas vous démoraliser, mais quand même, si on regarde ça, moi je travaille beaucoup sur cette question alimentaire au niveau mondial, vous avez aujourd'hui 2 milliards de personnes sur les 7 milliards et demi que nous sommes qui sont en sous-alimentation. Alors ça, c'est soit la sous-alimentation chronique, c'est-à-dire qu'on n'ingère pas assez de calories pour calmer cette sensation de faim. On est en régime sous-calorique, mais aussi, et aussi grave, c'est le déficit en nutriments tels que les vitamines ou les métaux. Par exemple, dans de nombreux endroits du monde, il y a des carences en fer, où il y a des carences en iode, où il y a des carences en zinc, etc. Or, ces micronutriments sont indispensables pour être en bonne santé, et surtout, ils sont indispensables dans des phases critiques de la vie, c'est-à-dire pour les femmes enceintes et pour les enfants. Tout au long de l'éducation des enfants, il faut vraiment une alimentation complète. Ça fait 2 milliards. Et sur ces 2 milliards, il y a, ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, 800 millions qui ont faim. Ensuite, vous avez 1,5 milliard de personnes qui, au lieu d'être en déficit, sont en excès alimentaire, avec des maladies, dont la première d'ailleurs, ce sont les maladies cardiovasculaires, dont l'origine alimentaire est prouvée. Donc 3,5 milliards sur 7,5 milliards, ça fait presque la moitié. Voilà. Alors la sûreté alimentaire, elle n'est pas assurée. La sûreté, donc là, c'est au sens de la toxicité des aliments, parce que nous avons un modèle de production de masse, c'est-à-dire, par exemple, des élevages, où vous avez des milliers de bestiaux qui sont ensemble, où vous avez même des champs qui font plusieurs centaines d'hectares d'un seul tenant, etc. C'est-à-dire que vous avez une grande spécialisation de la production alimentaire, et lorsque vous avez cette agglomération de populations végétales ou animales, ça les rend vulnérables à des maladies, à des virus, etc. On a eu plusieurs épisodes. Hein. Il y a eu la vache folle, où on a détruit en Europe plusieurs millions de têtes de bovins. Ensuite, vous avez l'épisode de la grippe aviaire, qui malheureusement n'est pas terminé. Le virus est toujours latent, hein, on a réussi à le juguler, mais il peut se ressurgir à un moment ou à un autre. Vous avez l'histoire des contaminants, là ça c'est en Chine, où des producteurs indélicats de lait avaient mis de la mélanine, qui est un produit très toxique dans le lait, et donc les enfants sont morts. Il y a eu beaucoup de morts infantiles. Hein. Escherichia coli, c'est il y a 2-3 ans cette histoire de graines empoisonnées, graines de soja germées, empoisonnées. Et puis les résidus, alors ça c'est notre problème, pour l'instant c'est sous l'étouffoir, mais vous savez que la France c'est le plus gros consommateur de pesticides au monde, si je ramène ça au nombre d'hectares. Hein. Et donc on a là une crise qui va exploser un jour ou l'autre, et qui est très préoccupante, et on sait que les dégâts sur la santé sont considérables. Et enfin, oui, alors évidemment, ça je critique le modèle industriel, mais le modèle traditionnel, agricole traditionnel, lui aussi, il est très vulnérable, parce que là, la qualité toxicologique n'est pas du tout respectée. Il y a de nombreux contaminants dans les aliments, et qui provoquent d'ailleurs plutôt des maladies de type infectieux. Alors voilà l'état des chiffres. Alors il se trouve que ce matin, vous avez dû voir ça dans la presse, peut-être, la FAO fait tous les ans un rapport annuel sur, au début ils appelaient ça l'état de la sécurité alimentaire dans le monde, maintenant ça s'appelle l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Et le rapport 2015 vient de sortir. Bon, il montre que les chiffres qui sont là, donc pour la période la plus récente, maintenant on a les chiffres 2015, c'est 795 millions, vous voyez, au monde, 805 millions de personnes qui ont faim, aujourd'hui c'est 795 millions.
Donc les progrès ne sont pas terribles. Alors ce qu'il faut noter là-dedans, première chose, c'est que c'est essentiellement dans les pays en voie de développement, les pays du Sud, mais il y en a quand même chez nous, hein, 2%. Ensuite, le continent le plus touché, c'est l'Asie, suivi de l'Afrique, alors que l'Amérique latine, hein, tout ça c'est les zones en développement, c'est beaucoup moins. On peut noter aussi qu'il y a des progrès considérables, hein, puisque au niveau mondial, c'est moins 200 millions de personnes par rapport à il y a 20 ans. Donc on a réduit de 21% la sous-alimentation, ce qui est quand même un beau succès, mais qui est insuffisant, parce qu'on peut dire sur le plan absolu que chaque fois qu'un être humain a faim dans le monde, quelque part dans le monde, c'est pas acceptable, évidemment. Alors vous avez la carte ici, tout ce qui est en rouge plus ou moins foncé, ce sont les zones où la sous-alimentation sévit. Et évidemment, c'est le continent africain qui est le plus touché. Et ce qui est très préoccupant dans le continent africain, c'est que dans les prévisions démographiques que les Nations Unies font régulièrement, c'est considéré comme le continent dont la démographie va exploser. Il y a un peu plus d'1 milliard aujourd'hui. En 2050, il y aura 2 milliards d'Africains. Et donc là, on voit qu'ils ont du mal. Il va falloir beaucoup d'efforts pour qu'ils résolvent cette question très délicate de la sous-alimentation. Donc voilà, ça reproduit la courbe, si vous voulez, du tableau précédent. Donc on était à peu près à 19%, et on est aujourd'hui à 11%. Et OMD, ça veut dire Objectif du millénaire pour le développement. Donc en l'an 2000, un peu avant, les Nations Unies ont décrété un certain nombre d'objectifs. Et l'un de ces objectifs, c'était réduire la sous-alimentation, réduire la faim et la sous-alimentation de moitié en l'espace de 20 ans. Donc ça signifierait que en 2015, donc en ce moment, on devrait être à 9,3% de la population mondiale en sous-alimentation, alors qu'on est quand même légèrement au-dessus. Mais bon, soyons, disons, magnanimes et considérons que l'AFAO, quand même, grâce à l'AFAO et puis au gouvernement, hein, a contribué à réduire très fortement cette sous-alimentation. Alors la deuxième question qualitative qui est beaucoup moins médiatisée, c'est la qualité de l'alimentation et les fameuses maladies d'origine alimentaire. Donc là, vous avez le surpoids. Bon, le surpoids, moi-même je suis en surpoids, enfin il y a beaucoup de... C'est l'indice de masse corporelle, je pourrais vous expliquer ça dans la discussion, c'est 25, et à 30, c'est l'obésité. Donc de 25 à 30, on n'est quand même pas dans une zone. Et d'ailleurs, certaines études cliniques ont montré que le surpoids était peut-être bon pour la santé. Un léger surpoids, évidemment. Donc, je rassure ceux qui, comme moi, ont un bon point là. Mais bon, le problème, c'est l'obésité, parce que là, c'est une pathologie. Et on sait que les obèses ont beaucoup plus de fragilité aux maladies d'origine alimentaire, les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Donc on en est quand même à 13%. Il s'agit uniquement des adultes ici. Hein. Si on met aussi les enfants, c'est pratiquement 1 milliard hein, aujourd'hui. Et ça a été multiplié par 2 en 25 ans. Donc là, c'est comme pour le climat, vous savez, dans notre milieu de l'alimentation, on a aussi ce débat. Il y a les climato-sceptiques qui disent que c'est pas l'anthropocène, c'est pas vrai, c'est pas l'homme, etc., comme Allègre ou d'autres. Hein. Et puis, dans notre milieu scientifique de l'alimentation, il y en a qui disent « mais c'est pas la bouffe industrielle ». Mais en fait, là, bon, ça a été amplement démontré. C'est la nature de l'alimentation que nous avons depuis un siècle à peu près. Bon, les maladies chroniques d'origine alimentaire, je viens d'en parler, MCV, maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, c'est une véritable explosion, ce diabète. C'est très, très préoccupant. Hein. Certains cancers, hein. Et donc, tout ceci, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est la moitié de la mortalité mondiale. Hein. Donc, il y a à peu près 57 millions de morts par an sur la planète, et la moitié, eh bien, c'est des maladies d'origine alimentaire. Et on comprend bien qu'on pourrait éviter ça avec une meilleure alimentation. Et si vous évitez ça, vous avez aussi un impact économique. Supposons que les Français deviennent sages et qu'ils investissent un peu plus dans leur alimentation pour avoir une alimentation de qualité. Le déficit de la Sécu serait sérieusement réduit.
Mais on ne fait pas le lien, pour l'instant. Bon, il y a encore les maladies infectieuses dont j'ai parlé. Ça sévit très fortement dans les pays du Sud. Chez nous, ça a pratiquement disparu. Bon, de temps en temps, vous avez de la listeria sur les fromages, mais c'est épisodique. Hein, et puis, bon, il n'y a pas tellement de dégâts. Alors là, c'est la question du double fardeau. Le double fardeau, pour les pays du Sud, c'est qu'ils ont les maladies de la carence, sous-alimentation, mais aussi les maladies de l'excès. C'est-à-dire que vous avez à la fois la sous-alimentation et les excès alimentaires. Alors vous voyez ici, il y a quelques pays qui sont mentionnés, c'est les plus grands pays du monde d'ailleurs. Hein. Vous voyez qu'en Chine, malgré la croissance économique, etc., il y a plus du tiers de la population qui est mal nourrie. En Inde, c'est 26%, en Indonésie, etc. Vous voyez, tous ces pays émergents qui ont une croissance fabuleuse, eh bien, ils ont un très grave problème au niveau de leur alimentation. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils résolvent à la fois la question de la sous-alimentation, mais aussi qu'ils attaquent de front la question de la suralimentation. Donc, ces maladies liées à l'obésité ou liées à la suralimentation, eh bien, ce n'est pas l'apanage des pays riches, c'est très fréquent en pays pauvres. Et tout près de chez nous, nous à Montpellier, on travaille beaucoup sur le bassin méditerranéen. Une des zones les plus touchées par le diabète, par exemple, c'est l'Afrique du Nord, où il y a des problèmes vraiment très, très inquiétants. Alors, quelles sont les causes de l'insécurité alimentaire? Bon, la première, il ne faut pas l'oublier, ça, hein, ce sont les conflits armés et c'est l'instabilité politique, parce qu'évidemment, il n'y a pas de régulation de la question alimentaire lorsqu'il y a le chaos politique, comme malheureusement on le voit. Bon, deuxième sujet, c'est évidemment les catastrophes naturelles. Sécheresse, inondations, gel, etc. Ensuite, c'est une cause économique, c'est-à-dire l'extrême volatilité des prix, parce que quand les prix augmentent, évidemment, on ne peut plus acheter à manger, et donc c'est lié à la question de la pauvreté. Il ne faut pas oublier que dans les pays pauvres, on en est encore à 40% du budget des ménages qui va dans l'alimentation. C'était le cas, on l'a oublié évidemment, mais c'était le cas en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ça a beaucoup réduit. Hein. Bon, le modèle de consommation traditionnel disparaît. Bon, moi je ne suis pas nostalgique des lampes à huile, comme disait De Gaulle, mais quand même, il y a l'alimentation, si vous voulez, comme j'ai expliqué, par définition, ça naît en même temps que l'humanité. Donc l'Homo sapiens, hein, il a commencé à travailler sur la question alimentaire lorsqu'il est passé du stade de prédateur dans la nature, hein, cueillette, etc., au stade agricole. On a commencé à fabriquer. Et donc il y a 10 000 ans, en Mésopotamie, c'est là qu'est née l'agriculture. Et il y a eu une adaptation au cours des millénaires de l'alimentation à l'homme. Et on a trouvé des équilibres, c'est ça qui est très important. Une bonne alimentation, vous diront les nutritionnistes, avant tout c'est une alimentation diversifiée et équilibrée. Et cette alimentation traditionnelle, elle disparaît à cause de ce que j'ai expliqué, l'agro-industrialisation. Bon, par ailleurs, dans beaucoup de pays, le modèle de production agricole et alimentaire n'est pas performant, et donc on n'arrive pas à nourrir, et qu'est-ce qu'on fait? On importe. Souvent, d'ailleurs, dans certains pays, malheureusement, la politique économique, c'est de privilégier les importations d'aliments par rapport à d'autres choix stratégiques. Et c'est une erreur, évidemment. Et enfin, bon, il y a un grave déficit institutionnel, hein, c'est un mot pudique pour dire que les politiques ne font pas leur travail, hein, c'est ça. Il n'y a pas de politique agricole cohérente, y compris d'ailleurs la PAC, hein, la politique agricole commune. Et il n'y a pas de politique alimentaire. Il y a très très peu de pays, sinon aucun, où il y a une véritable politique alimentaire. Alors, oui, ça c'est très important. Il ne faut pas oublier les familles, évidemment. Hein. Nous, on a eu, bon, la cause de la Révolution française, on le sait, hein, c'est la disette qui a succédé à cet épisode de grêle très violent qui a détruit toutes les récoltes en France de céréales. Bon, ensuite, vous avez eu la famine irlandaise, avec le mildiou qui s'est mis sur la pomme de terre. Donc là, il y avait eu d'abord une réforme foncière, c'est-à-dire Cromwell, pour punir les Irlandais, avait changé le statut de l'héritage, et au lieu de donner la terre à l'aîné, il a obligé à ce que ce soit partagé. Donc, fragmentation de l'exploitation agricole, et évidemment, du point de vue économique, ça a beaucoup moins bien fonctionné, d'où
l'utilisation de la pomme de terre comme aliment de subsistance. Et lorsque le mildiou est arrivé sur la pomme de terre, qui était vraiment l'aliment de base, et ça a détruit donc la production de pommes de terre, et les gens sont morts par centaines de milliers. C'est épouvantable. Bon, ensuite, bon, les plus grands affameurs de l'histoire, vous savez qui c'est, ils s'appellent Staline, Mao et Pol Pot. Hein. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont fait mourir de faim pour des raisons politiques, parce qu'ils ont fait des déplacements massifs de population. Et il y a eu donc 30 millions, 70 millions de morts au XXe siècle, hein, avec des famines de très très grande ampleur. Et ensuite, bon, vous avez, là c'est un rappel, c'est un bouquin qui vient de sortir d'André Neveu, donc sur les risques de pénurie. Ça existe toujours, hein. Donc les conflits armés, c'est ce que j'ai expliqué. Bon, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique risque de faire diminuer les récoltes, hein. La baisse de la fertilité des sols et de la biodiversité, très préoccupant. Il y a des millions d'hectares qui sont détruits tous les ans par épuisement des sols, et les pandémies végétales et animales, bon, dont j'ai dit déjà. Hein. Bon, alors tout ça coûte très cher, très très cher, aux pays qui ne produisent pas suffisamment et qui sont obligés d'importer. Hein, vous avez là des chiffres. Alors il faut regarder la dernière colonne, c'est-à-dire la balance commerciale. Quand c'est du rouge, c'est déficitaire. C'est-à-dire que les Chinois, par exemple, eh bien, ont un écart de plus de 100 milliards de dollars entre leurs importations alimentaires et leurs exportations. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois, comme vous le savez, achètent des terres en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, etc. Parce qu'ils veulent avoir une sécurité de leur approvisionnement. Bon, là je vais passer parce que c'est trop technique. Alors j'en arrive à la crise sociale parce que pauvreté et insécurité alimentaire, ce sont deux choses qui sont très très liées. Ça a été démontré par de nombreuses études. Alors c'est vrai que globalement, dans le monde, le nombre de pauvres diminue, notamment grâce à la croissance économique en Chine et en Inde. La classe moyenne devient de plus en plus importante et la classe moyenne ne souffre pas de ces problèmes. Elle commence à souffrir des problèmes de la suralimentation, comme j'expliquais. Mais en dépit de cette réduction globale, hein, c'est le chiffre global, il faut beaucoup s'en méfier, il y a quand même des inégalités. Hein, ça, c'est le fameux bouquin de Piketty, hein, Thomas Piketty là-dessus. Il a démontré de façon irréfutable que les inégalités augmentent avec la croissance économique. Bon, par exemple, aux États-Unis, il y avait 32 millions de pauvres en 2000, il y en a 46 millions. En Europe, c'est exactement le même phénomène. Hein. La progression des revenus du 1%, les 1% les plus riches. Donc là, vous avez, hein, évidemment, là, il y a une statistique qui vient de sortir sur... au niveau mondial, les 10% d'habitants les plus riches gagnent 10 fois plus en moyenne que les 10% les plus pauvres. Donc, vous voyez, 10 fois plus, un écart de 1 10, et le décile, hein, 10% c'est beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Hein. Et donc, évidemment, ça c'est une situation explosive. Oui, madame. C'est le chiffre de 10% que... Oui. Je comprends. Alors on a, si vous voulez, on a fait une statistique sur la richesse mondiale. Et donc on répartit la population par tranche de 10%. On prend les 10% les plus riches, ceux qui ont les revenus les plus élevés, et puis on compare ça aux revenus moyens des 10% les plus pauvres. Et l'écart entre les deux, ça va de 1 à 10. Par exemple, si le plus pauvre gagne 1000 $, ça signifie que le plus riche en gagne 10 000. Vous voyez, l'écart est énorme. Et bon, et on dit aussi que les écarts de salaire aux États-Unis sont très importants. On a mesuré l'écart entre le PDG d'une entreprise et puis l'ouvrier au salaire minimum. Et aux États-Unis, c'est 150. J'avais bien compris. 150. Le 10 me paraît peu. Ah, ça vous paraît peu, mais parce que 10%, si vous voulez 10%, évidemment, si vous prenez 10% les plus riches, ça fait beaucoup de monde, et si vous prenez 10% les plus pauvres, ça fait aussi beaucoup de monde, ça. Donc c'est assez compréhensible. Hein. Donc ça atténue l'écart. Hein. Bon, là, c'est le nombre de... Il faut quand même... On dit, bon, le monde, la croissance économique, les pays émergents, etc. Mais il y a quand même, vous voyez, encore 38% de pauvres. Il y a 2,5 milliards de personnes qui sont encore en état de pauvreté, avec tout le cortège que j'expliquais, la sous-alimentation, mais aussi la sous-éducation,
le déficit en soins, etc. Donc c'est une situation qui est quand même très préoccupante. Alors j'en arrive au dernier point. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'en 2050, hein, il y a eu énormément d'exercices de prospective à l'horizon 2050. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir 9 milliards et demi, parce que là il y a quasi-certitude qu'on sera 9 milliards et demi, hein, les choses sont lancées maintenant, et à un horizon maintenant de moins de 2 générations, on sait ce qui va se passer avec une grande fiabilité. Donc c'est 9 milliards et demi de personnes. Est-ce qu'on peut nourrir? Alors je réponds tout de suite, oui, on a fait vraiment beaucoup de travaux, que ce soit en Europe, en Amérique, etc., au Japon, et tous les travaux convergent pour dire la planète, compte tenu du nombre d'hectares, compte tenu de l'état de la technologie, etc., c'est-à-dire les capacités à avoir des rendements, eh bien, on arrive à nourrir. Et même, certaines études montrent qu'on va pouvoir nourrir 12 milliards. En 2100, on va être 12 milliards à peu près. Et après, il semblerait que la population va décliner. On peut le faire. Le gros problème, ce n'est pas la quantité de nourriture pour tout le monde, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La qualité de la nourriture. Et surtout, le partage de la nourriture. C'est très, très inégal. Très inégal, ce partage. C'est pour ça que vous avez encore 800 millions de gens affamés dans le monde. Alors, il y a 2 éléments essentiels. C'est d'abord que nous soyons dans un système alimentaire performant. Je vais expliquer ce que c'est. Et ça pose la question, comment on produit nos aliments et comment on les consomme. Deuxièmement, il faut que l'accessibilité, enfin la définition que j'ai donnée tout à l'heure, qu'il y ait une accessibilité et une qualité d'aliments pour tous. Alors, la question, c'est la gouvernance. Est-ce qu'on laisse faire le marché et on va avoir cette sécurité alimentaire généralisée, ou est-ce qu'on considère que le marché ne correspond pas à un optimum, et à ce moment-là, eh bien, il faut de la régulation, c'est-à-dire des politiques publiques. Alors moi, je suis économiste, comme l'a dit Nadia tout à l'heure, et je vous dis tout de suite que ma conviction profonde, à travers toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est que le marché, pour la question alimentaire, ne peut en aucun cas nous conduire à la sécurité alimentaire. Ce n'est pas possible. Et donc, il nous faut des régulations publiques. Mais j'ai contre moi, enfin, et mes semblables, ça c'est ce qu'on appelle l'économie hétérodoxe, ou l'économie institutionnelle. Le mainstream, comme on dit, le courant dominant, c'est le marché conduit à un optimum pour le consommateur et pour le producteur. C'est-à-dire que le prix d'équilibre qui va être établi par le marché va satisfaire à la fois le producteur et le consommateur. Bon, on a de multiples exemples qui prouvent que c'est faux. Alors, voilà ce que c'est que le système alimentaire. Bon, c'est un ensemble très, très dense, hein, et très complexe, où vous avez de l'agrofourniture, c'est les semences, les engrais, etc. Vous avez l'agriculture qui va produire les matières premières. Ensuite, tout ça est transformé soit par l'artisanat, soit par l'industrie alimentaire. Et je voudrais insister sur l'artisanat. Je viens de terminer un bouquin sur l'industrie alimentaire en France, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le nombre très important d'artisans alimentaires, donc c'est tout ce qui est charcutier, traiteur, boulanger, pâtissier, etc., mais aussi le très grand nombre de petites et très petites entreprises. Vous avez en France 60 000 entreprises de transformation des aliments. C'est un tissu fantastique. Et certains nous disent, il y en a trop, il faut que ça se concentre, et il faut qu'en France, on ait des champions, hein, c'est-à-dire des multinationales. Voilà. Alors, si vous faites des multinationales, vous allez détruire tout ce tissu, évidemment, c'est inquiétant. Alors ensuite, vous avez les canaux de distribution. Aujourd'hui, il faut savoir que 90% de ce que nous mangeons tous ici, ça passe par le libre service, les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Donc on est vraiment dans ce système de commercialisation par les grandes surfaces. Et donc, ce que vont faire ou ne pas faire les grandes surfaces, les grandes et moyennes surfaces, eh bien ça va déterminer très fortement ce que nous allons consommer, puisque évidemment c'est un point de passage quasi obligé pour se nourrir dans les pays riches. Et enfin, vous avez les consommateurs. Alors tout ça, évidemment, est dans un espace qui est soit globalisé, c'est-à-dire un espace mondial, soit territorialisé, c'est-à-dire un espace régional. Hein, je vais revenir là-dessus. Alors justement, les deux modèles de ce système alimentaire, je simplifie beaucoup, hein, mais
c'est très proche de la réalité. C'est le plus important aujourd'hui. J'ai fait des calculs, environ 55% de la population mondiale se nourrit avec ça, là, aujourd'hui, modèle agro-industriel. Et ce modèle, il se caractérise par une grande spécialisation, j'en ai parlé. Il est très intensif, il consomme notamment beaucoup d'eau et beaucoup d'intrants, et des intrants chimiques. Et de l'énergie aussi. Et aujourd'hui, c'est l'énergie fossile. Donc ça c'est un point de fragilisation. Ce modèle est concentré, c'est-à-dire on va vers une agriculture de firme. Vous avez entendu parler de la ferme des 1000 vaches, enfin des trucs comme ça. Mais si vous allez en Argentine, les très très grandes propriétés de plusieurs dizaines de milliers d'hectares, en Californie, les élevages de plusieurs milliers de têtes de bétail confinées, tout ça c'est une réalité. En Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est aussi, c'est comme ça. Donc vous avez un modèle très concentré, et en aval de l'agriculture, c'est-à-dire dans l'agro-industrie et dans la distribution, ce sont des firmes multinationales qui tiennent le marché. Donc c'est globalisé, c'est des filières très longues, c'est-à-dire que les aliments circulent énormément, et si on fait le calcul des kilomètres parcourus par l'alimentation, on aboutit, ici en France, à plusieurs milliers de kilomètres, par exemple pour un pot de yaourt ou des choses comme ça. Et il est financiarisé. Ça, c'est le point le plus critique pour l'évolution. C'est-à-dire que toutes ces grandes firmes sont possédées aujourd'hui par des fonds d'investissement. C'est-à-dire l'actionnariat, il est principalement financier, alors qu'autrefois, il était familial ou, disons, industriel. Et le fait qu'on soit dans une gouvernance actionnariale signifie que les décisions sont des décisions de très court terme. Donc il n'y a pas de réflexion sur le long terme. Et il y a une exigence de rentabilité qui conduit à bouleverser les stratégies d'entreprise, etc., et à faire disparaître des entreprises. Donc ça, c'est très préoccupant. Bon, une gouvernance financiarisée est quelque chose de très, très inquiétant pour l'avenir. Oui, ça, c'est... on va caricaturer. Bon, ça, c'est évidemment... Alors, j'ai fait changer, parce que c'est un ami qui est le Delirius, qui caricature. Il m'avait mis Monsanto. J'ai dit non, non, surtout pas. Donc on a imaginé Monsanto. Et, alors ça, c'est l'angoisse du mangeur. Il y a un sociologue très connu en France qui s'appelle Claude Fischler, qui est au CNRS, et c'est lui qui a parlé de l'angoisse du mangeur. Parce qu'il y a une angoisse, on ne sait pas ce qu'on mange. Et on ne sait pas d'où viennent les aliments. Alors le modèle traditionnel, disons que j'ai beaucoup critiqué le modèle agro-industriel, le modèle traditionnel non plus ne peut pas être reconduit parce qu'il est synonyme de pauvreté. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, vous avez 75% qui vivent en milieu rural, c'est-à-dire, et du sud, c'est-à-dire qu'ils sont des agriculteurs. Donc là, on fait de grands discours sur nourrir les villes, etc. Mais du point de vue de la sécurité alimentaire, c'est nourrir les campagnes qu'il faut faire. Et donc il faut améliorer la performance des exploitations agricoles dans le sud. Alors ces deux scénarios ne conviennent pas, comme je l'ai expliqué rapidement, et donc il faut en inventer un autre. Il faut vouloir en inventer un autre. Et là, heureusement que la société civile fait beaucoup de propositions et qu'on voit des choses émerger. Donc qu'est-ce que ça pourrait être un modèle alternatif, un modèle alimentaire alternatif? Eh bien, c'est ce que nous appelons les systèmes alimentaires territorialisés. Donc là, vous avez un lien Internet. Je vais laisser les diapos, là, si ça intéresse quelqu'un. Et vous cliquez là-dessus, et il y a eu un événement très important auquel j'ai eu la chance de participer à Rennes l'année dernière. C'est la déclaration de Rennes en faveur des systèmes alimentaires territorialisés. En gros, c'est de dire... arrêtons avec ces systèmes globalisés, mondialisés, etc. Et puis reconstruisons le système alimentaire à partir des ressources locales. Donc c'est un objectif d'alimentation durable, je vais en dire un mot tout à l'heure. Bon, c'est basé sur économie circulaire, c'est-à-dire la proximité, qui est une économie diversifiée, bon, avec une empreinte carbone qui est faite, parce que justement, je parlais tout à l'heure de la prédation énergétique des formes modernes d'exploitation agricole. Eh bien, dans les formes alternatives, si vous voulez, vous produisez avec la biomasse des carburants qui vont alimenter, ou vous faites de la méthanisation, des choses comme ça, et vous allez pouvoir trouver votre énergie sur place. Efficace énergétiquement, bon, c'est ce que je viens de dire. Et la gouvernance est participative. J'ai parlé tout à l'heure d'hégémonie des marchés financiers. Là, au contraire, c'est la gouvernance par les acteurs, c'est-à-dire
dans les entreprises, eh bien, on a une organisation qui fait qu'il peut y avoir une participation, le consommateur participe, etc. Alors ça, j'aime bien parce que c'est près de chez moi, là. Voilà, c'est un boulanger, il a une bonne tête, hein, oui. Il a inventé un truc qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, il faut changer avec cette fin industrielle, etc. Et il a suscité la production par 20 agriculteurs de blé bio, et il a convaincu un meunier de rentrer là-dedans aussi, et il a fait une association avec 50 boulangers dans le Gard. Ça marche très bien, ça marche très bien. Alors, l'alimentation durable, qu'est-ce que c'est? Là aussi, la FAO a donné une définition, mais qui est très proche de celle de la sécurité alimentaire, bon, en insistant sur la composante environnement qui est peu présente dans la sécurité alimentaire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut protéger la biodiversité des écosystèmes, l'acceptabilité culturelle, on en a parlé, l'accès économique, bon, loyal et réaliste. Avec l'histoire des lasagnes que nous avons vécues il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas du tout de loyauté et de transparence là-dedans, évidemment. Donc il faut faire un effort dans ce sens. Bon, tout ce qui est nutritionnel, on en a parlé, et optimiser l'usage des ressources naturelles et humaines. Bon, ça pose un problème très préoccupant, si vous voulez, c'est la diminution du nombre d'agriculteurs dans le monde. Je pourrais dire un mot si ça vous intéresse après. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là, puisque j'ai dit que le marché, eh bien, il n'arriverait pas à nourrir tout le monde. Il faut évidemment avoir des politiques publiques qui soient tournées vers une meilleure alimentation. Ça signifie qu'il faut inciter les entreprises à aller dans le bon sens. Donc par exemple, taxer, on l'a fait d'ailleurs, les sodas. Les sodas, je ne donne pas de marque là, mais c'est un poison pour le corps, hein, évidemment. Donc il faut essayer de rendre plus cher la malbouffe et au contraire moins cher la bonne bouffe. Et ça veut dire qu'il faut réfléchir au taux de TVA, hein, par exemple. Et puis il faut mettre des normes, il faut faire des contrôles, etc. Parce qu'évidemment, un entrepreneur, même s'il a une éthique, à un certain moment, il est confronté à la question du profit. Il faut qu'il vive, évidemment, sinon il ne peut pas pérenniser son entreprise. Et donc, il faut un encadrement strict là-dessus. Bon, l'action sur les prix, ça veut dire qu'on essaye de rendre la nourriture accessible. Donc, il y a deux mouvements. Soit vous les rendez moins chers, dans les pays du Sud, et notamment au Maghreb, que j'évoquais tout à l'heure, les produits sont subventionnés. Le pain est subventionné. Le pain au Maghreb, ça vaut même pas 20 centimes d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une cascade de subventions qui permettent de faire du pain à 20 centimes d'euros la baguette. Alors ça, c'est une première action, mais une deuxième action aussi, c'est d'aider les plus pauvres, puisque c'est là qu'il y a des difficultés alimentaires. Et donc là, ce sont des aides aux revenus, ou bien des coupons, ça existe d'ailleurs aux États-Unis de façon massive. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les food stamps, les timbres alimentaires. Il y a 40 millions de personnes aux États-Unis sur 250 qui bénéficient des coupons alimentaires. Bon, moi j'insiste beaucoup sur information et éducation, c'est normal parce que je suis prof et je suis ravi qu'une université populaire se soit emparée du thème de l'alimentation. C'est très très important. Donc moi je dis toujours, éducation alimentaire de la maternelle, les tout petits sont très sensibles à ça, il faut leur apprendre à faire la cuisine, s'amuser avec ça, jusqu'à l'université du 3e ou même du 4e âge, puisque au 4e âge on est encore, on est encore alerte. Hein. Et là, bon, l'aide alimentaire, ça a été un fiasco. Hein. Ça a consisté à amener du blé ou du riz dans les pays pauvres, etc. Mais avec les phénomènes de corruption, etc., ça ne marche pas. Par contre, dans les situations d'urgence, et malheureusement avec ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, il faut amener de la nourriture parce qu'il n'y a plus de production. Mais ça, c'est un contexte complètement différent. L'aide alimentaire, c'est un palliatif, mais ça ne peut pas être plus. Donc il faut une politique alimentaire, alors je dis multisectorielle parce qu'en France, il y a 5 ministères qui s'occupent d'alimentation. Et ces 5 ministères, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, ils se tirent dessus, allègrement. Évidemment, chacun a son précaré, etc. Alors il y a bien un comité interministériel de l'alimentation, des trucs comme ça, un conseil national d'alimentation, mais ça ne fonctionne pas. Moi j'ai participé à ces trucs, ça ne fonctionne pas.
pas bien. Alors j'en arrive à la conclusion. Oui, quelles sont les conditions pour justement mettre en place toutes ces mesures que j'ai évoquées? Bon, d'abord, il y a une responsabilité collective. C'est-à-dire, c'est de la responsabilité des États. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. C'était Olivier de Scutter, là il vient de changer. Et Olivier de Scutter, qui d'ailleurs fait partie du conseil d'administration de la chaire UNESCO que j'anime, c'est un type qui a eu une action formidable, vraiment. Hein. Et une de ses revendications, c'est de faire mettre dans les constitutions le droit à l'alimentation. Ici, en France, on a mis le droit à l'environnement sain, ici, dans la Constitution française. Mais le droit à l'alimentation, on ne le fait pas. Alors, pour des raisons, si vous voulez, qui sont liées à, disons, des lobbies, etc., qui ne veulent pas qu'on touche avec ça, et que ce soit inscrit dans la Constitution, parce que ça devient aussi une obligation d'État. Et ça gêne beaucoup d'États. Alors ensuite, vous avez les organisations intergouvernementales, ça c'est la FAO, l'OMS qui travaille beaucoup là-dessus, mais aussi l'UNICEF pour les enfants, dont des actions très salutaires. Il y a le programme alimentaire mondial. Bon, tout ça fait un excellent travail, mais au niveau de ces organisations, il y a un manque de budget cruel. Par exemple, le programme alimentaire mondial, qui intervient beaucoup dans les pays en guerre, etc., dans les camps de réfugiés, il a réussi à ramasser à peu près 8 ou 900 millions de dollars, mais la directrice générale dit qu'il faudrait au moins le double pour qu'il y ait une situation, non pas confortable, mais une situation où il n'y ait plus de gens qui meurent de faim, là où ils interviennent. Il n'y a pas d'argent. Bon, les leviers, j'en ai parlé, donc le droit à l'alimentation qui devrait être inscrit dans la Constitution. Ensuite, il y a tout un courant qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Ça, c'est un courant qui émane notamment de la Confédération paysanne, enfin des mouvements d'agriculteurs progressistes, et qui disent que chaque État, chaque pays, doit avoir la possibilité de définir lui-même sa politique alimentaire, et pas de se la faire imposer par l'OMC, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Eux, c'est free trade, laissons les marchandises circuler, abattons les barrières, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez des importations massives. Parce que cette facilité de commerce, finalement, quelque part, elle bloque le développement de la production locale. La coopération internationale, c'est important. J'ai parlé du PAM avec l'aide alimentaire. Le commerce, évidemment. Et les IDE, c'est investissement direct à l'étranger. Les pays du Sud souffrent, évidemment, de déficit d'investissement en agriculture et alimentation. Il faut pouvoir augmenter ces investissements. Et puis la coopération en matière de savoir. Mais ça, je crois que ça fonctionne assez bien. Dans notre milieu, si vous voulez, universitaire, la recherche, tout ça, on peut dire que là, il n'y a pas de frontières et ça marche très bien, sauf peut-être la Corée du Nord. Voilà, il y a très peu de pays où on ne peut pas travailler aujourd'hui. Et enfin, les politiques alimentaires et agricoles. Et là, je reviens sur l'histoire de la PAC. Lorsqu'on a fait la réforme de la PAC 2014, 2020, là on est dedans maintenant, on a beaucoup, nous les chercheurs, fait des propositions pour que ce ne soit plus la PAC agricole, mais que ce soit la PAA, politique agricole et alimentaire. Et en disant d'ailleurs, c'est politique alimentaire et agricole. C'est-à-dire, d'abord, il y a un intérêt collectif qui est une bonne alimentation. Et ce qu'on produit en Europe, ce qu'on encourage à produire avec quand même, je crois qu'on donne, il y a 60 milliards d'euros de subventions à l'agriculture en Europe. C'est quand même énorme comme budget. C'est d'ailleurs le premier budget européen, c'est pour l'agriculture. Alors au lieu de continuer à encourager des productions qui ne sont pas forcément bonnes sur la santé, eh bien redéployons. Il faut savoir, moi je suis dans une région où on produit beaucoup de fruits et légumes. Sachez que le chiffre d'affaires des fruits et légumes en Europe, dans les 28 pays, c'est 15% du chiffre d'affaires total de l'agriculture, 15%. Les subventions de la PAC pour les fruits et légumes, c'est 3%. Donc il y a une disproportion énorme, et là il faut rediriger les flux vers les fruits et légumes, vers aussi certaines productions animales, etc. Bon, alors ensuite, vous avez la responsabilité individuelle. Bon, tout à l'heure, on parlait
en aparté de cette histoire du gaspillage. Bon, il y a une loi qui sort là-dessus sur le gaspillage alimentaire, mais ce ne sera pas la seule solution. Et j'ai rajouté l'éthique, très important, l'éthique alimentaire, hein, ça veut dire que le comportement des producteurs et des consommateurs est fait en fonction d'une certaine éthique. Et par exemple, qu'il n'y a pas de tromperie délibérée sur ce qu'on vous vend, on vous met sur l'étiquette d'où ça vient, etc. Alors je termine par le roi Ladurie, parce que vous savez, c'est un historien du climat, et il est très sollicité en ce moment, malgré son âge avancé, parce qu'il y a le changement climatique. Et on lui a demandé un peu ce qu'il pensait de tout ça. Donc il a fait un article récemment là, qui est paru dans la revue de l'Académie d'agriculture, parce qu'il a étudié le Moyen-Âge, lui. Hein, et il dit qu'il y a 3 sortes de ripostes humaines aux crises de subsistance. Ce qu'il appelle les crises de subsistance, c'est ce que nous appelons l'insécurité alimentaire. C'est la religion. Alors c'est vrai que pendant longtemps, ça a été le recours à la religion, les processions pour qu'il pleuve, etc. Hein, ça continue dans certains pays d'ailleurs. Deuxièmement, c'est les révolutions, les révoltes, les émeutes de la faim, etc. Et nous, on a connu 1789, dont l'origine alimentaire est importante. Et ravitaillement, alors ravitaillement, il faut traduire ça aujourd'hui par les politiques alimentaires. Merci de votre attention. Je crois que... Ah oui, alors ça c'est la biblio. Merci à vous. Merci. Alors, l'ONU a déclaré en 2014 année de l'agriculture familiale. Oui. Et je trouve qu'on n'en a pas entendu parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, si vous étiez venu à Montpellier, il y a quand même eu... Oui, on a participé beaucoup à Montpellier. Il y a eu un forum international sur agriculture familiale et recherche. Alors, il y a eu de très nombreux événements en France. Je crois, de mémoire, il y a eu une centaine de manifestations autour de l'agriculture familiale. D'ailleurs en provenance des agriculteurs, mais aussi de beaucoup d'associations qui ont fait des choses là-dessus, etc. Et il y a eu très récemment, enfin il y a un mois ou deux, au Conseil économique et social et environnemental, le 16, à Paris, il y a eu la séance conclusive de cette année internationale pour la France, et une motion a été adoptée, une déclaration en faveur de l'agriculture familiale. Alors c'est une question très importante, et là je vais dire un mot de l'évolution de l'agriculture mondiale, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 500 millions d'agriculteurs dans le monde. 500 millions d'agriculteurs dans le monde. Si vous appliquez à ces 500 millions d'agriculteurs le taux d'exode rural que nous avons connu en France, eh bien, vous allez ramener le nombre d'exploitations agricoles autour de, allez, au grand maximum 50 millions. Grand maximum. Vous allez diviser par 10. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. En France, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez presque 4 millions d'exploitations. Il y en a moins de 400 000 aujourd'hui. Donc on a divisé par 10. Et ça, c'est très préoccupant dans un contexte de chômage généralisé. Bon, en dehors de la multifonctionnalité de l'agriculture, qui veut que l'agriculteur, c'est aussi l'entretien du paysage, etc. En dehors de ça, il y a ce problème, si vous voulez, d'organisation de la population active. Il ne faut pas croire qu'on va pouvoir appliquer le même modèle que celui des 30 Glorieuses en France, ou aux États-Unis, ça a été un peu avant, où on a eu une croissance économique considérable, qui a permis d'absorber ces flots de paysans vers les villes. D'ailleurs, en Chine, ils vivent ça aussi. Ils sont en train d'ailleurs de terminer leurs 30 Glorieuses en Chine, et ils commencent à avoir ce problème qui est lancinant. Il reste encore, je crois, quelque chose comme 150 millions, ou presque 200 millions de paysans en Chine. Et donc ils ne peuvent pas appliquer ce modèle. Donc ça signifie qu'on protège l'organisation familiale de la production agricole. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un statut de la terre, il faut qu'il y ait un statut de l'exploitant agricole, il faut qu'il y ait de la retraite, etc. Tout ce qu'on a aujourd'hui chez nous, mais qui n'existait pas il y a un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle. Voilà, donc ça, c'est une question fondamentale. Alors si vous voulez avoir des détails là-dessus, vous allez sur un site qui s'appelle Resolis, R-E-S-O-L-I-S, et c'est sur ce site qu'on a chargé toutes les comptes rendus des manifestations qu'il y a eu en France. Bon, alors en France, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est un mouvement mondial, hein, puisque c'est décrété par l'ONU, et je crois que ça va marquer une date, parce que
le courant dominant des économistes. Dit, écoutez, pour nourrir le monde, arrêtez avec votre exploitation familiale, on va vous mettre des grandes fermes, très mécanisées, ça va remplacer la main-d'œuvre, et avec ça, on va nourrir tout le monde. Donc on a donné un coup d'arrêt à ça, comme enfin, tout au moins on a proposé une solution alternative, et il y a quand même un nombre important de pays qui sont dans cette perspective d'agriculture familiale. Alors pourquoi c'est très important? Parce que derrière, vous avez les systèmes alimentaires alternatifs, ce que j'ai appelé SAT, système alimentaire territorialisé. La base, c'est l'exploitation agricole familiale, combinée avec des PME agroalimentaires dont j'ai parlé, etc. Et puis probablement des circuits nouveaux aussi en matière de commercialisation, comme ce que vous connaissez sûrement ici, les AMAP, enfin des expériences de ce type qui pourraient être beaucoup développées. Alors, excusez-moi, je vais poser une question. Mais concrètement, est-ce que vous pourriez préciser la différence entre... Enfin, qu'est-ce que ça implique en termes de rupture entre l'agriculture traditionnelle et puis ce que vous appelez les SAT, justement, pour les personnes, en fait, qui sont concernées? Bon, l'agriculture traditionnelle, on n'en a plus en France, ou alors c'est vraiment un nombre très très faible, mais il suffit de faire quelques centaines de kilomètres vers le sud, et là vous avez... Donc c'est l'agriculture traditionnelle, elle est basée sur une organisation imparfaite et surtout sur le manque de technicité des exploitations agricoles. Donc dans l'agriculture familiale qui correspond à ces systèmes alimentaires territorialisés, il y a une grande révolution technologique qui se profile et dont notre ministre actuel de l'Agriculture se fait le porte-parole, c'est l'agroécologie. Il y a eu beaucoup de dégâts suite à la spécialisation outrancière de la production agricole, ce qu'on a appelé l'agriculture productiviste. Alors il ne faut pas jeter la pierre, hein, parce que lorsque on a développé cette méthode de production agricole, la France et l'Europe étaient très déficitaires en aliments. On importait beaucoup. Et donc là, nous on a fait de la souveraineté alimentaire à l'époque sans le savoir. Hein. On a beaucoup développé notre production. Comment on l'a fait? Par l'intensification et la spécialisation. Les dégâts écologiques sont considérables, et l'agroécologie, c'est de rediversifier l'agriculture, c'est-à-dire de revenir à la polyculture élevage. La polyculture, ça veut dire par exemple que vous ne faites pas que des céréales. Vous avez des légumineuses qui apportent de l'azote, il y a la synthèse naturelle de l'azote. Grâce aux légumineuses, comme les pois, hein, l'azote est fabriqué par des bactéries dans le sol, et vous n'avez pas besoin d'amener des engrais chimiques. Voilà. Donc vous combinez ça, et puis vous avez aussi, comme vous redéveloppez l'élevage, vous avez les fertilisants naturels, le fumier, etc. Et on peut développer ça, on a fait beaucoup d'expériences, l'INRA en a fait là-dessus. Les rendements ciblés sont très comparables avec ceux de l'agriculture industrielle, avec les dégâts sur l'environnement en moins. Alors évidemment, on ne va pas revenir au cheval, même si parfois le pleur, on voit ça dans les vignobles maintenant, hein, mais bon, ça va rester anecdotique et ça va rester dédié à certaines cultures. Donc il y aura de la mécanisation. Et là, par contre, aussi, on va utiliser ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Hein, c'est d'utiliser le GPS, enfin des choses comme ça, et les bases de données pour optimiser la production agricole. Donc on va accumuler des savoirs là-dessus. Donc on me pose souvent la question, on me dit, mais votre agriculture familiale, c'est ringard, hein, ça ne donne pas de quoi vivre aux agriculteurs, etc. Au contraire, c'est une forme post-moderne de l'agriculture. C'est ça l'avenir. C'est pas la ferme des 1000 vaches ou les 10 000 hectares de soja ou de blé d'un seul tenant. C'est pas ça l'avenir. J'ai deux questions. Vous nous mettez, nous, les consommateurs, que je pense que nous sommes la plupart présents ce soir, un peu au même niveau, dans votre dernière image, vous nous avez mis au même niveau que les producteurs, je crois, ou éthique, vous avez mis éthique. Consommateurs et producteurs. Écoutez, c'est difficile. Moi, j'ai pas de jardin. C'est un petit peu difficile d'entendre ça, même si je pense que vous avez des idées. Et l'autre chose que je voulais vous poser comme question, là par contre, ils sont aussi peu nombreux que nous sommes nombreux, nous les consommateurs, c'est votre lien avec les politiques. Parce que ce soir, et même dans beaucoup de nos soirées, je crois qu'ils ne sont pas tellement présents. Donc, c'est des questions à 1000 francs hein, que je vous donne. Non, mais c'est d'excellentes questions. Merci de les avoir posées. Alors, l'éthique du consommateur, si vous voulez, avant tout, c'est
les réductions du gaspillage. On a fait des enquêtes, en Europe d'ailleurs, pas qu'en France, aux États-Unis, etc. On estime qu'un quart de la nourriture achetée est jetée. Un quart de ce que nous achetons. Bon, c'est une moyenne, évidemment. Certains font beaucoup plus attention que d'autres. Et ce quart, dans la majorité des cas, il n'est même pas sorti de l'emballage. Alors c'est dû aux dates de péremption, etc., des choses qu'on va modifier. Mais vous comprenez bien que dans un monde affamé, par ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je crois que le système économique y a participé, parce que, évidemment, c'est du chiffre d'affaires. Hein, si je consomme moins, si je fais une équation simple, je vais diminuer le chiffre d'affaires du système alimentaire de 25%. Ça ne va pas arranger, évidemment, les producteurs. Ça sera probablement compensé un peu par une hausse des prix qui est nécessaire. Donc, c'est ça. Et la deuxième éthique, si vous voulez, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça l'éthique, mais disons, c'est un effort d'apprentissage, de formation en matière alimentaire. Parce que nous avons perdu ça. Hein. Et d'ailleurs, nos enfants, et encore plus nos petits-enfants, ne savent pas d'où viennent les aliments, ils sont habitués à des plats industriels, tout ça. Donc il faut renouer avec la nature. Mais ça veut dire, c'est un effort. Ça veut dire que dans la gestion de votre temps, vous allez passer du temps pour étudier ça et puis savoir visiter peut-être des fermes, etc. Donc vous voyez, voilà. Et puis il faut également participer à des expériences collectives si on peut, hein, parce que vous n'avez pas de jardin, mais de plus en plus il y a des jardins urbains, ce qu'on appelle les jardins partagés, etc. Je pense qu'il faut renouer avec la terre nourricière, etc. Bon, là aussi, ce n'est pas du tout un langage passéiste, parce qu'il y a eu des études psychosociologiques là-dessus. Pour l'équilibre de l'homme, si vous voulez, il faut arrêter d'artificialiser à outrance comme on l'a beaucoup fait. Alors, la deuxième question, c'était sur... Avec toute la science que vous avez, la recherche, quel est votre lien avec les politiques? Ah oui, les politiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent entendre? Oui, oui. Bon, moi je suis très sévère, il n'y en a pas, mais je dirais la même chose, je suis très sévère parce que, si vous voulez, le système de gouvernance dans nos démocraties, d'ailleurs il y a un bouquin de Rousseau là, qui vient de sortir qui est très intéressant là-dessus sur la démocratie. Et la démocratie, comment dirais-je, par les élections, la démocratie par délégation, voilà c'est ça. C'est-à-dire j'élis mes représentants, etc. Elle est très soumise au jeu des lobbies. C'est ça notre problème aujourd'hui. Et donc, dans le domaine alimentaire, on l'a démontré par des études, les lobbies de ces très très grandes firmes de transformation, de distribution, sont très présents à Bruxelles. Et la majorité de ce qui sort en réglementation, c'est très influencé par eux. Et ça se répercute au niveau des gouvernements nationaux. Donc il y a une trop grande proximité entre... Bon, moi, ce que je critique beaucoup, c'est la professionnalisation du politique. C'est-à-dire que c'est devenu une carrière, alors que dans la démocratie grecque, ce n'était pas une carrière politicienne. Hein. Il faut que ça tourne. Et donc, il faudrait revenir sur la reconduction des mandats, etc. Tout ça n'est pas bon pour la santé de nos démocraties. Et donc, je crois que les politiques ne font pas leur boulot. Alors, je vais distinguer quand même l'échelon local, où je suis proche du citoyen, c'est-à-dire les municipalités, les communes, les départements et les régions. Là, il y a une proximité avec le consommateur, et les producteurs d'ailleurs, beaucoup plus grande que si je suis dans un ministère à Paris, ou encore pire, dans un bureau à Bruxelles. Et les expériences de développement de SAT que j'ai vues en France, elles viennent toutes d'initiatives régionales. Ce sont les conseils régionaux qui sont en pointe là-dedans. Et bon, il y a un très bon exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, où ils ont développé une stratégie agricole et alimentaire qui va tout à fait dans le sens des SAT. Et vous savez par quoi ils ont commencé? Ils ont commencé par les assises de l'alimentation. Et dans ces assises de l'alimentation, ils ont invité des agriculteurs, des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs, etc. Et tous ces gens ont discuté ensemble. Et c'est du débat que naît évidemment le progrès. Hein. Et donc là, le relais que Rousseau annonce, c'est la démocratie participative, la base, hein, les sociétés civiles
qui va influencer sur la démocratie délibérative, etc. Et c'est comme ça qu'on peut... Alors il y a beaucoup d'expériences. Il faut dire que le FOIL a lancé le PNA, Programme National d'Alimentation, qu'il a décliné en PRA, Programme Régional d'Alimentation. Dans votre région, comme partout en France, les préfets de région ont été invités à lancer ces programmes en concertation avec les conseils régionaux. Ça marche assez bien. Bon, le seul problème, si vous voulez, c'est que dans ce secteur, peut-être encore plus que dans d'autres, il n'y a pas un rond. Il n'y a pas d'argent. Donc ils ont lancé ça. Alors il y a des débats, il y a beaucoup de réunions, etc. Mais après, vous n'avez pas de moyens. Et c'est pour ça que je reviens à cette histoire de la pâche. La France touche 10 milliards d'euros par an de la politique agricole commune, du FEOGA. C'est énorme. Je crois que ce n'est pas bien utilisé. Il faut redéployer tout ça dans le sens des systèmes alimentaires territorialisés. Alors ça va prendre 2 générations, il faut être optimiste quand même. C'est pas comme ça qu'on change l'alimentation. Mais il faut militer pour que ça change. Qu'est-ce qu'il en est des variétés anciennes, de leur protection et de leurs droits, que je cause globalement, hein, animal ou végétal? Oui, oui. Bon là, il y a un registre de protection des obtentions végétales. Donc les variétés anciennes sont normalement protégées. Mais c'est leur utilisation qui est très compliquée. La première raison, c'est qu'on n'en trouve plus. Si je suis producteur de blé et que je veux faire une variété ancienne, je ne vais pas la trouver sur le marché. Ça va être très compliqué. C'est de là que vient le frein. Et puis, dans certains cas, si vous voulez, et là je vais me référer à Monsanto, hein, c'est que vous avez des brevets qui permettent d'aller très très loin dans la protection des semences qui sont issues de manipulations génétiques, hein, très très loin. Et bon, peut-être que vous avez entendu parler, il y a eu il y a quelques années un procès retentissant dans le Corn Belt, la grande région agricole des États-Unis, parce que Monsanto, qui a des brigades d'inspecteurs, a trouvé un plan d'OGM chez un agriculteur qui n'était pas OGM. Et donc il l'a accusé d'utiliser ça sans avoir payé les royalties. Le type a eu un procès, une amende très très négociée, une amende très très lourde. Hein. Donc il y a une possibilité d'influencer les pratiques des agriculteurs qui sont pas, disons, très équitables. Je pense que c'était le sens de votre question. Oui. Peut-être pas tout à fait. Oui, je n'ai pas l'habitude de donner beaucoup de précision. Je pense quand même que quand on cause d'un conservatoire d'espèces, on cause aussi de refaire un champ de pommes de terre, de variétés anciennes, un verger de pommes, un verger de poires, etc. C'est-à-dire que ça ne va pas seulement les mettre, je crois, dans le cercle polaire là-bas, les petites graines. Oui, pas de là, c'est-à-dire en fait, c'est de les faire vivre et de les faire connaître au peuple de France. Oui, non, vous avez raison. Je pense que sur le plan de la recherche, hein, oui, on a des conservatoires un peu partout dans le monde qui sont très très riches, très très riches. Le problème, c'est de passer de ces conservatoires à une application économique, hein, commerciale. C'est très compliqué. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé des droits, c'est-à-dire le droit à s'implanter, le droit à être diffusé, le droit à ce que chaque citoyen et citoyenne de France ait le droit d'en consommer. Et là, il y a une perte de droit. Oui, c'est vrai. C'est là où quelque chose ne va pas. Et personne ne dit rien. Ça me paraît un peu il y a quand même des... Si vous voulez, la grande bagarre actuellement, c'est sur le droit du vivant. Aux États-Unis, vous pouvez breveter un gène, c'est pour ça que Monsanto fait beaucoup d'argent avec ça. En Europe, c'est encore interdit. Donc on a une plus grande latitude. Mais par rapport à ce que vous dites, il y a des expériences. Là encore, c'est la société civile, sont les associations. Par exemple, dans le sud, on a des marchés maintenant sur les variétés anciennes de tomates. Et avec des producteurs donc, de variétés anciennes et des vendeurs. Donc on peut se procurer ça. Alors ça va très bien pour un usage personnel. Mais ensuite, si vous voulez, et tout le monde, on ne pourra pas être autosuffisant chacun
avec son jardin, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des appartements sans jardin. Donc on ne pourra pas. Donc il faut que ce soit des agriculteurs professionnels qui développent ces variétés. Et là, il y a un problème de compétitivité économique ou de concurrence déloyale. Ce que j'appelle la concurrence déloyale, c'est que on a une tomate qui s'appelle cœur de bœuf, vous devez connaître ça. Lorsque vous le faites de façon traditionnelle, avec des semences traditionnelles, eh bien, vous avez une qualité gustative exceptionnelle. Et les semenciers ont travaillé cette question, et donc ils ont produit une variété cœur de bœuf, et qui est une variété récente, avec une absence totale de goût. C'est-à-dire qu'on continue dans ce que l'on fait depuis des années, la sélection des produits uniquement sur l'aspect visuel et la qualité de conservation. Ça, c'est les deux grands critères de sélection variétale qui a été développé par l'INRA en France, hein, on peut le dire, parce que c'était réclamé par les chaînes de distribution, etc. Donc, cette tomate cœur de bœuf industrielle, eh bien, on a cassé les prix dessus, parce qu'évidemment, on pouvait produire avec des rendements très élevés. Et dans les supermarchés, maintenant, c'est ça que vous trouvez, et vous ne trouvez plus la tomate traditionnelle. Si vous voulez la trouver, il faut être en circuit court avec les producteurs qui le font encore. Il faut vérifier si ces producteurs sont bien dans la cœur de bœuf traditionnelle, qui est très goûteuse, et pas dans la cœur de bœuf industrielle. Mais ça coûte plus cher, hein, bien sûr. Puisque vous parlez de tomates, je remarque que depuis quelque temps que les tomates changent de couleur. Oui. On en trouve des vertes, des jaunes, des grenats. Oui, il y a la noire de Crimée, c'est vrai. Et alors, bon, je commence à goûter ça, moi, parce que ça m'intéresse. Ça monte. Non, enfin là, ça dépend, madame. Mais là, au contraire, je dirais que c'est grâce à la biodiversité. Vous avez un nombre de variétés de tomates absolument extraordinaire, plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers. Et là-dedans, il y a une très grande variété. Donc de couleurs, de formes, de goût, etc. Alors évidemment, ensuite, ça dépend des critères personnels. Mais généralement, ces variétés traditionnelles, si elles sont conduites selon des méthodes bio, disons, ou des méthodes agroécologiques, vous allez avoir le goût. Et celles que vous avez consommées, probablement, c'est des imitations, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais elles ne sont pas toutes excellentes, hein. C'est pas parce qu'elles sont noires qu'elles vont être meilleures. J'ai entendu disons, même vu, disons par les infos, que les légumes vont revenir comme ils ont été avec abîmés et tout ça. Ça va revenir, ça. Qu'est-ce qui va revenir, pardon? Les légumes abîmés, puis oui, comment ils appellent ça, les gueules cassées ou quelque chose comme ça. Oui. Mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, alors là, c'est dans le droit fil de ce que j'indiquais, le critère de sélection de la grande distribution, c'est l'aspect visuel, le calibrage, la forme harmonieuse, soit plutôt un rond ou un cylindre, un truc comme ça. Et voilà. Et donc, on s'est aperçu qu'à la production, enfin on le sait, à la production, vous avez ce qu'on appelle l'écart de triage, les rougetés, tous ces légumes qui sont un peu tordus, etc. Et il y a un entrepreneur assez génial qui s'est dit, mais moi je vais utiliser ça en appelant les gueules cassées, parce que c'est de réduction de gaspillage aussi. Hein, donc vous allez trouver ça maintenant dans vos supermarchés. Est-ce que ce sera une garantie de la qualité? Non. Non, parce que ça peut être aussi un piège. Non, si vous voulez vraiment de la qualité gustative, c'est... Bon, d'abord la semence, hein. Monsieur parlait des pommes et des poires. C'est vrai que dans les variétés traditionnelles, notamment les poires, ça s'est perdu, parce que la poire est un fruit très fragile, etc. Mais vous aviez des qualités gustatives exceptionnelles, et qui ont disparu. Donc là, il faut que ce soit remis en culture, et que, évidemment, mais il faut accepter, hein, le consommateur qu'on interpellait tout à l'heure, il faut qu'il accepte de payer plus cher. Parce que nécessairement, les rendements seront peut-être de moitié inférieurs. Donc la qualité, ça se paye. Et avec l'aliment agro-industriel, on a été habitué à une nourriture pas chère.
hein, là aussi j'ai une courbe que je ne vous ai pas présentée, faute de temps, c'est le prix des aliments depuis 50 ans. Si vous le mettez en euros constants, c'est-à-dire en monnaie constante, vous enlevez l'inflation, les prix des aliments ont beaucoup diminué depuis 50 ans. Beaucoup. Et alors ça, c'est le résultat de la production de masse, justement. Plus vous produisez dans une usine, et plus le prix de votre unité de produit va chuter. Moi, ce que je trouve lamentable, c'est les poches de croissants, les poches de brioche, les poches de je sais pas quoi, à des prix, mais vraiment ridicules. Et bon, alors quand je vois les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui mangent ça, bon, conséquence sur la santé, oui. tout le monde le connaît. Dans la viennoiserie. Mais là, encore une fois, si vous voulez, l'avis des nutritionnistes aujourd'hui, c'est il ne faut pas se priver de façon excessive. Non. Il faut veiller à la variété de l'alimentation. Bon, alors là, c'est la diète méditerranéenne. Hein, ça, si j'ai un conseil à vous donner, on connaît tout ça, on trouve ça sur Internet très facilement. Et on explique que la santé des Méditerranéens, aujourd'hui, c'est fini. Hein. Pour vous dire, vous allez en Crète, le régime crétois en Crète, il a été remplacé par un hamburger coca. Hein. Et donc, il y a beaucoup de surpoids et d'obésité en Crète aujourd'hui. Et le régime traditionnel, c'est une base de céréales, hein, le couscous, les pâtes, etc. Et ensuite, beaucoup de fruits et légumes. Beaucoup de fruits et légumes. Et plus vous allez vers le haut de la pyramide, et moins vous devez consommer. Et tout à fait en haut de la pyramide, il y a ces fameuses douceurs là, que vous évoquez, mais il faut les consommer en quantité limitée. Si vous vous nourrissez avec ça, évidemment, vous allez avoir des problèmes de santé, hein, bien sûr. Donc il faut maintenir la diversité de la... Mais vous ne croyez pas qu'on devrait aussi apprendre à l'école, donner des notions d'alimentation, de... Ah ben oui. Non, mais je parle pour moi, parce que j'ai donné des cours là-dessus, alors... parce que je travaillais dans un lycée professionnel, et automatiquement, il y avait une section d'hôtellerie, et j'essayais d'expliquer à mes adolescents qu'il fallait que les menus soient équilibrés. Ils disaient toujours, mais madame, vous nous donnez des menus à 20 francs, enfin vraiment, je trouvais que c'était des menus pas chers que je donnais. Mais c'est pas très difficile. Non. Alors là, il y a deux questions. La première, c'est l'enseignement de l'alimentation. Avant, il y avait les cours d'économie domestique, mais on a supprimé tout ça. Et d'ailleurs, on le vit en ce moment avec la réforme du latin. On a fait de la place aux mathématiques et à la physique. Alors, évidemment, hein, c'est pas, il faut des mathématiciens et des physiciens, évidemment. Mais je crois qu'on est allé trop loin dans l'abstraction, etc. Il faut des disciplines comme ça, en contact avec la réalité, etc. Ben oui. Et donc c'est pour ça que je dis redéveloppons des programmes d'enseignement depuis la maternelle, etc. Et le deuxième point, c'est les cantines scolaires. Là, il y a par contre de très gros efforts qui sont faits un peu partout pour revenir à une alimentation plus équilibrée et pour manger local. Bon, là, il a fallu interpréter le code des marchés publics parce que les économes dans les lycées et les collèges, ils sont encadrés par des réglementations un peu tatillonnes. Mais on arrive maintenant à donner un plus dans les appels d'offres à l'alimentation de proximité et au bio. Donc tout ça est très bien, il faut le développer, il faut l'encourager, etc. Bon, ça signifie qu'on modifie aussi un certain nombre de règlements en France et dans toute l'Europe d'ailleurs. Sinon, ce modèle alternatif là, des SAT, il ne va pas pouvoir se développer parce qu'il y a vraiment en face un rouleau compresseur. Et donc il faut vraiment une action, donc les militants, etc. Mais aussi, il faut faire fléchir les politiques. Il faut qu'ils nous sortent de nouvelles lois qui favorisent cette émergence du système territorialisé. J'avais posé une question au niveau des politiques, maintenant j'ai une question au niveau du pouvoir médical. Ah oui. Oui. Je m'excuse de poser des questions. Non, mais vous avez raison, ça évoque ce que j'ai appelé tout à l'heure la gouvernance. Hein. C'est-à-dire que là, il y a une trop grande proximité entre l'industrie pharmaceutique et les politiques, c'est sûr. Comme pour l'alimentation. Et donc il faut pouvoir s'écarter de ça, il faudrait avoir mais encore une fois, bon, pour que ça marche, hein, il faut changer la représentation, enfin, il
faut trouver une solution pour que les élus tournent davantage, etc. Là, ça ne peut pas marcher. Il y a des positions, c'est ce qu'on appelle les avantages acquis, il y a des positions qui se construisent et même qui deviennent héréditaires maintenant dans la politique. C'est malsain, vraiment. Et par rapport, alors, c'est vrai, d'ailleurs, je peux le dire aussi dans l'alimentation que je connais mieux que l'aspect médical. C'est vrai que je suis un chercheur et je vois comment fonctionnent les labos. Moi, je suis en sciences sociales, donc je suis un peu à l'abri de ça. Mais les labos qui travaillent sur la technologie agroalimentaire, vous savez qu'on est dans une grande misère dans l'enseignement supérieur. On a les salaires qui sont assurés, mais si on veut faire des recherches, il faut trouver de l'argent quelque part. Alors il y a des guichets qui sont assez neutres, comme l'Agence nationale de la recherche ou l'Union européenne, mais les autres guichets, c'est le privé. Et qui va vous donner 100 000, 200 000, 300 000 euros pour faire des recherches? Ça s'appelle Nestlé, Danone, etc. Et la grande distribution commence à venir. Même McDo, aujourd'hui, offre des contrats de recherche. Alors évidemment, ils demandent un embargo sur les publications, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit, moi je vous paye, mais vous ne pouvez pas publier, et ce que vous allez lâcher dans le public, médiatiser, j'aurais donné mon accord. Voilà. Et cette proximité aussi n'est pas très très saine quelque part. Hein. Il y a des conflits d'intérêts, évidemment. Et vous avez raison, il faut faire évoluer le régime politique, comme j'ai expliqué, disons la profession politique, mais il faut également réfléchir à la profession d'enseignant-chercheur et à garantir vraiment son autonomie. Et donc ça pose la question des financements. Vous êtes parti de la sécurité alimentaire, autrement dit la première base. Hein. Vous ne faites aucune référence à l'eau. Ah, oui. J'en suis surpris, puisque... Non, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, hein, mais enfin, je l'ai évoqué, si vous voulez. Il y a d'abord le problème de l'eau potable. 2 milliards d'individus qui n'ont pas de robinet d'eau potable à proximité, et lorsqu'ils vont chercher de l'eau au puits ou à la rivière, souvent c'est pollué. Donc ça, il faut absolument des stations d'assainissement, etc. Alors c'est en marche, mais ça coûte relativement cher. Et là aussi, alors je vais faire quand même une petite parenthèse, parce qu'il se trouve qu'à Montpellier, nous avons aussi une autre chaire UNESCO qui est sur la chimie des membranes. Enfin, c'est un truc très sophistiqué. Mais le produit de ces labos, c'est de la filtration, et donc de l'épuration d'eau, avec des dispositifs très simples et délocalisés, je puis dire, enfin, c'est-à-dire de petits formats. Au lieu d'être ces stations gigantesques qui coûtent des millions, ils ont mis au point des petites stations mobiles d'ailleurs, qui fonctionnent avec un petit investissement et des petits frais de fonctionnement. Donc ça c'est un impératif, hein, il faut pouvoir développer ça, etc. Et la deuxième question sur l'eau, vous avez raison de l'évoquer, je l'ai effleuré en disant prédation sur les ressources naturelles, j'ai parlé de la terre, mais il y a aussi l'eau, évidemment. Et de l'eau, je crois que dans la consommation d'eau, l'agriculture, c'est pour 70%, même ici, hein, et dans les pays plus secs, c'est 80 ou 90%. Donc, on a besoin, c'est une priorité absolue d'irriguer, de pouvoir irriguer. Sinon, en plus, avec le réchauffement climatique, là, on a fait des scénarios aussi 2100 sur la Méditerranée, ça va être un désert, hein, y compris d'ailleurs dans la façade européenne de la Méditerranée. Hein, et donc, il y a des solutions techniques, mais il faut donner une priorité. Et puis vous savez qu'en ce moment, en Californie, il y a une sécheresse épouvantable qui dure depuis plusieurs années, et ils commencent à rationner l'eau. Et ça fait des tollés, parce que les gens sont habitués à gaspiller l'eau. Donc vous avez tout à fait raison, c'est un bien extrêmement précieux. Là. Et les pays sont plus ou moins bien dotés. La France est un pays bien doté, il y a des réserves d'eau, y compris dans le sud. On a des aménagements, le canal du Rhône, le canal de la Durance, etc. Je pense qu'on va pouvoir se prémunir contre ça. Mais dans d'autres pays, notamment au sud, la solution, c'est plutôt le dessalement de l'eau de mer. Ah, oui. Mais le problème du dessalement de l'eau de mer, c'est qu'aujourd'hui, c'est du pétrole. Il faut que ce soit l'énergie, il faut évaporer, évidemment. Il faut que demain, on remplace ça par l'énergie solaire. On pourra le faire aussi. Mais ça demande des recherches. Mais l'eau, c'est un problème très, très important. Vous avez tout à fait raison.
Oui, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensiez de ces mouvements associatifs un peu alternatifs, comme par exemple Pierre Rabhi ou les Colibris, ou, qui sont quand même un peu, enfin, pas très confidentiels, mais on pense que c'est des joyaux huluberlus, ou alors des zadistes par exemple, qui pensent pour des djihadistes révolutionnaires, etc., etc. Donc est-ce que vous pensez que ce ne sont pas des gens qui sont extrêmement importants et qu'il faudrait plus écouter et peut-être aussi coopérer avec eux, en fait. Oui. Bon, c'est vrai que moi j'appelle ça les sentinelles, parce que c'est des gens qui sont aux avant-postes et qui observent, et en général ils ont une vision à long terme, c'est ça qui est très important, notamment la vision intergénérationnelle, parce que ça, nous on l'a perdu. Dans la société de consommation, c'est une société de l'immédiat, la satisfaction immédiate, donc c'est le court terme, etc. Et tous ces gens réintroduisent cette notion intergénérationnelle qui est très importante pour les fonctions vitales et notamment pour l'alimentation. Mais Pierre Rabhi, il est quand même assez médiatisé, il a écrit des bouquins, on le voit souvent à la télé, etc. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, c'est lié au problème du mode de vie, on a fait là aussi des projections, hein. En 2005, on a franchi le cap de la moitié de l'humanité dans les villes. Et en 2050, on va être les 2/3. Donc l'urbanisation, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, un urbain, par définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va avoir des difficultés à produire sa nourriture. Donc il faut, quelque part, qu'il y ait de l'agriculture. Ça doit être une nouvelle forme d'agriculture, c'est ce que j'appelle les SAT, etc. Et ça, c'est pas suffisamment encouragé encore aujourd'hui. On le fait, il fait des grands discours sur l'agroécologie, je crois qu'il est convaincu, mais il faut qu'il mobilise des moyens financiers pour ça. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a, dans les associations, il y a un mouvement extrêmement important. Là aussi, je vais reparler de Résolis, hein, puisque c'est une association avec laquelle la chaire UNESCO travaille, et on vient de faire une publication, vous allez pouvoir trouver sur Internet, ça s'appelle les systèmes alimentaires territorialisés, 100 initiatives pour une alimentation responsable et durable. Et on a recensé, avec des étudiants de Sciences Po à Paris et puis de Supagro, on a recensé des initiatives comme ça, qui portent sur les cantines scolaires, qui portent sur le bio, l'agriculture biologique, qui portent sur l'éducation aussi, les jardins partagés, enfin l'insertion. Tout ça, c'est formidable. Hein. Et on sent qu'il y a tout un foisonnement, un bouillonnement là, mais il faut qu'il y ait un dispositif législatif qui suive ça. Hein. Bon, il y a la loi sur l'économie sociale et solidaire, mais tout ça n'est pas suffisant. Il faudrait vraiment... Bon, il y a la loi d'avenir sur l'agriculture qui est sortie en décembre 2014, où il y a quelques pistes qui sont jetées. Mais ça ne va pas loin parce que, toujours la même chose, il n'y a pas le nerf de la guerre. Hein. Donc il faut encourager toutes ces associations. Elles ont le plus grand mal, enfin, vous savez bien, hein, tous ceux qui sont dans les mouvements associatifs, ils sont toujours à la recherche de moyens de fonctionner. C'est pas facile du tout. Hein. Donc il faut renforcer ça, et puis il faut la TVA référentielle pour les produits de terroir, il faut modifier les programmes scolaires, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il faut aussi faire de la recherche. Ah, comme je disais tout à l'heure, l'INRA, pendant 50 ans, a travaillé sur le productivisme, etc. Et encore une fois, il fallait le faire. Hein. Et notamment en technologie alimentaire, un secteur que je connais assez bien, ils ont fonctionné pour améliorer la performance des très grandes usines. Ils n'ont absolument pas travaillé sur ce que j'appelle les petits formats d'usines, c'est-à-dire les artisans, les très petites entreprises, etc. Or, il y en a encore 60 000, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si on n'investit pas en recherche pour améliorer leur performance économique à ces gens-là, et on peut le faire, hein. Il y a quelques expériences qui montrent qu'à partir de petites unités industrielles, vous pouvez très bien être performant au plan économique. Vous allez être un peu plus cher que l'usine qui fait 1 million de produits par jour, mais quand même, le différentiel va se réduire. Et ça, c'est des fonds publics, c'est de la recherche publique. Parce que la PME, elle n'a pas les moyens, comme Nestlé, de vous faire un chèque de 100 000 € pour améliorer sa compétitivité. Voilà, donc il faut vraiment aller dans ce sens. Et voilà. Donc, alors il faut trouver de l'argent, ça pose le problème de la fiscalité, etc. Bon, il y a
tellement de gaspillage économique dans notre société, on est dans des pays très riches, hein. Il y a tellement de gabegie qu'on peut se dire que, sous la pression d'ailleurs de la société civile, tout ça peut être cadré. Oui, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que d'ici quelques années, nous risquons pas d'avoir de très très graves conflits, voire violents, entre génération 21e qui accuserait génération 20e? Oui, oui. Non, mais c'est tout à fait... Bon, je le vois en discutant avec mes enfants. Évidemment, on le voit. C'est-à-dire qu'on a vécu dans cette société de l'immédiat, de la prédation, etc. Et on a fait des dégâts. On a fait des dégâts. Hein. Alors je pense qu'on peut les réparer. Parce que, bon, si par exemple on développe l'agroécologie et qu'elle remplace l'agriculture industrielle en grande partie, vous allez déjà améliorer la situation. Bon, mais ce qu'on ne pourra pas... par ailleurs, on a bétonné beaucoup aussi. Si on parle d'urbanisme, si vous voulez, on a bétonné beaucoup. Et notamment, on parlait avec quelqu'un d'aéroport tout à l'heure. Le Roissy, si vous voulez, c'est sur les meilleures terres de Brie. On n'aurait pas dû faire Roissy là. On l'a fait par commodité. Donc il y a une réflexion à avoir aussi sur l'urbanisme. Et c'est certain que nos enfants sont très critiques. Bon, et puis nos enfants critiquent aussi le fait que nous avons, enfin je parle pour ma génération, des retraites qui sont correctes, disons. Hein. Par contre, eux, et je suis moi-même inquiet pour mes enfants, le niveau de retraite que j'ai, ils ne l'auront pas, même à qualification égale, etc. Et tout ça, évidemment, ça peut peser, mais vous savez, il y aura aussi des mouvements des retraités eux-mêmes, parce que là, je parlais des gens comme moi, avec des retraites de fonctionnaires correctes, et certains ont des retraites misérables. Et ces gens-là, un jour ou l'autre, ils vont se rebeller probablement. Alors ça, c'est la question des disparités, des inégalités, etc. J'aurais une question à poser par rapport à ça. Oui. Est-ce que c'est un problème générationnel? Est-ce que c'est un problème de système économique et politique? Parce que moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, avoir rencontré René Dumont quand il faisait sa première campagne électorale. Et c'était un peu ce qu'on entend maintenant. Donc il y avait déjà, dans les années 74, il y avait déjà des gens qui se posaient la question. Et quant à des générations, moi je vois des jeunes générations qui se complaisent parfaitement dans un système économique qui repose sur une agriculture industrielle. Oui, bon, ça c'est une remarque intéressante qui amène à poser le problème des inégalités de développement entre pays. Je pense que moi-même, ce que j'observe en Amérique du Nord, si vous voulez, montre que là-bas aussi on réfléchit beaucoup au SAT et on va y aller progressivement. Mais comment interdire à la Chine, à l'Inde, à l'Indonésie, à l'Égypte, etc., d'emprunter le même chemin que nous pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire intensification, etc. Ces gens-là, qui sont dans le plus grand besoin, correctement, ensuite ils veulent une voiture, ils veulent un logement correct, ils veulent pouvoir s'habiller, ils veulent pouvoir aussi se distraire, prendre des vacances, etc. Tout ça, nous l'avons maintenant. Et eux, alors en plus, si vous voulez, le phénomène de McLuhan, le village planétaire, la communication généralisée, tout se sait très vite partout et on peut comparer. Et donc, ça va être très difficile de leur dire, mais non, il ne faut pas faire ce qu'on fait. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est de dire, on réfléchit à des nouvelles technologies qui peuvent épargner les dérapages que nous avons pu avoir. Et là, ça pose la question politique. Parce que le complexe de l'industrie et du pétrole, enfin il y a un complexe là, économique très très puissant, on peut dire qu'il gouverne le monde même, pèse très très lourd sur les gouvernements. Bon, on le voit dans les négociations sur le climat, là, COP 21, on le voit très clairement. Hein, ce qui va se passer à Paris là, en décembre, c'est une négociation très dure, mais entre pays du Sud et du pays du Nord. Et le discours des pays du Sud, les Brésiliens ils sont comme ça, mais pourquoi vous allez nous empêcher, hein? Non, nous, voilà. Et si vous voulez qu'on adopte d'autres technologies, etc., il faut trouver de l'argent quelque part. C'est pour ça qu'on veut faire le fonds pour l'environnement. Il faut qu'il soit abondé par ceux qui ont du fric, par les pays riches, bien sûr. Quels sont les 5 ministères
Ah oui. Ah oui, les 5. Je vais essayer de les retrouver. Bon, vous avez l'agriculture, évidemment. Oui. Vous avez ensuite le deuxième ministère qui est très concerné, c'est la santé. Où là, il y a toute une direction générale là-dessus. Ensuite, vous avez le ministère de l'industrie, parce qu'il coiffe les industries alimentaires. Ensuite, vous avez évidemment le ministère de l'économie et des finances. C'est tout ce qui est fiscalité, la TVA sur les aliments, etc. Et le dernier, c'est l'éducation, le ministère de l'Éducation. Si vous faites une politique alimentaire sans le ministère de l'Éducation, c'est ça. Moi, j'ai assisté à des comités interministériels, je vous assure, c'est navrant. C'est consternant parce que moi, je défends ma boutique agriculture, moi, je défends. Et chacun veut prendre le pas sur l'autre. Hein, c'est la lutte pour l'hégémonie, c'est toujours la même chose. Et moi, je le dirige. Donc, c'est pour ça que bon, certains préconisent de faire un ministère de l'alimentation. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait dépecer, etc. Et est-ce que c'est vraiment justifié? Non, je crois qu'il faudrait être raisonnable et que l'administration, les directions générales des grands ministères, au lieu de se considérer les unes et les autres comme des ennemis, et je peux vous dire, des ennemis mortels, parce que si toi tu prends cette compétence, moi on me la retire, donc tu me tues. C'est comme ça que ça se passe. Et là, il faudrait, et là il faut raisonner. On a un ministre de la simplification administrative. Voilà du boulot pour lui. Avec qui est-il en rivalité, ce ministre? Ben, écoutez, merci beaucoup, monsieur Assois. Absolument passionnant. Vous revenez quand vous voulez. Je vous donne la parole à la présidente. Le mot de la présidente, Madame Clinton. Bientôt. Oui, mais la future présidente. Merci beaucoup, je réitère les remerciements. Je vous donne rendez-vous le 25 juin pour notre dernière rencontre autour de l'alimentation. Et cette fois-ci, on essaiera de partager, enfin, d'abord de construire, à partager un banquet. Voilà. D'où viendront les produits, s'il vous plaît. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de sain et de territorialisé, c'est ça, hein? Voilà. Et participatif, voilà. Donc on va dresser une grande table, tous ensemble. Chacun concocte ce qu'il a envie de faire découvrir à son voisin, voilà. Et on va essayer de se partager ça ensemble. Donc le jeudi 25 juin, ici même, toujours, à la maison de quartier Jean-Yol. Et j'ai également le plaisir de vous informer que nous continuons l'année prochaine chez Alain Gréau, toujours à Jean-Yol, des universités populaires. Voilà, parce qu'on y est bien accueillis. Alors on revient et puis nous travaillerons l'année prochaine sur le thème de habiter. Voilà. Pour faire écho à ce que vous disiez sur l'urbanisation, effectivement, on va poursuivre avec ce thème-là toute l'année prochaine. Voilà, j'espère que nous serons tous aussi nombreux que cette année de démarrage. Merci beaucoup et au jeudi 25 juin.